entendu, que les gens peuvent voir ce que je suis en train de, enfin voir ce que je fais et entendre ce que je dis. Donc, je ne sais pas, pour l'instant, je ne vois pas de personnes qui sont connectées. Si 24 spectateurs en simultané, donc c'est tout bon. Je vais pouvoir commencer. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, parce qu'il y aura peut-être aussi des gens qui viennent d'ailleurs, donc je me suis permis aussi de partager cet événement sur les réseaux, notamment dans un groupe qui s'appelle Sociologie. Il y a eu pas mal de réactions, donc peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont présents de ce groupe sur cette chaîne. Donc, c'est un cours de sociologie autour de la personne d'Erving Goffman, un sociologue qui va nous intéresser parce qu'il a une vision particulière de l'interaction sociale et cette vision particulière nous intéresse ici dans un cours de sociologie en licence, tout simplement parce que dans ce cours, nous avons la manière dont se mettent en scène des interactions. Et ce cours sur la sociabilité met en voie à la fois une dimension importante de l'oralité, mais aussi une dimension importante de la sociabilité, qui sont les deux notions clés du cours, oralité et sociabilité, qui seront nécessaires pour mieux comprendre les interactions sociales. J'ai déjà fait un premier cours sur Goffman, donc pour ceux qui n'étaient pas là au premier cours au niveau de mes élèves, eh bien, je référerai certainement une première vidéo par rapport à ce cours-là. Donc, je referai une première partie où je reprendrai la vie de Goffman, où je reprendrai son approche, sa méthodologie et les premières notions. Pour ceux qui donc n'étaient pas là, nous avons déjà vu la notion d'expression explicite et implicite, la notion d'objet, la notion de décor, la notion d'appareillage symbolique, la notion de façade, la notion de rôle et de distance vis-à-vis du rôle. Nous avons vu la notion de communication et d'expression. Nous avons vu également la notion de fausse note. On a vu également la notion de tact, avoir du tact. Les échanges réparateurs. Alors, on n'a pas pu voir tous les échanges réparateurs, mais on en a vu un certain nombre. On a vu également la notion de stigmate, la notion de contact mixte et enfin la notion d'équipe. Donc, ça nous fait voilà une bonne dizaine, une douzaine de notions que nous avons pu aborder tous ensemble. Et il me semble que désormais, on va pouvoir passer à une autre phase qui nous permettra donc de mettre en avant ces nouvelles notions. Voilà. Je voulais d'abord faire un petit coucou donc à mes élèves, leur dire effectivement que la situation au niveau du Covid dans la Loire est difficile, qu'on est sur ce qu'on appelle une pente ascensionnelle, donc ça risque de continuer encore longtemps, qu'on a été privé de cours et que personnellement j'en suis très meurtri, ça me met très mal. Je suis ici face à mon ordinateur, je parle un petit peu peut-être dans le vide, là je suis chez moi, je- peut-être que ça alimentera aussi vos réflexions, notamment ceux qui passent sur le thème des sociabilités numériques. Eh bien, peut-être que là, vous voyez, je suis en contact avec vous, mais je ne vous vois pas. Je ne sais pas qui c'est qui réagit. Je suis bien dans une sociabilité qui met en avant ma voix, mes gestes et mon corps, mais pour autant, je ne vois pas le corps de l'autre. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Là, il y a eu un petit moment de flottement pendant les 5 premières minutes parce que je savais pas si j'étais connecté. J'ai voulu quand même un petit peu, voilà, dresser, disons, le contexte dans lequel je parle, en parlant un petit peu du cours, en parlant aussi du groupe de sociologie. Donc peut-être que ça aussi, ça va maturer vos réflexions au niveau de votre sujet, puisque vous devez, je vous le rappelle, essayer de produire un oral que j'espère que vous pourrez faire en direct et pas derrière un écran, parce que ça rompt un petit peu la communication et ça rend les choses encore plus difficiles. Voilà, je voulais quand même vous présenter un petit peu les livres. Donc, comme je vous ai dit, il y a Comment se conduire dans les lieux publics. On va l'utiliser de manière, disons, transversale. On a également donc Façon de parler, là aussi qu'on va utiliser de manière transversale, mais je ferai quand même un petit topo sur la conférence, qui est le chapitre 4 de cet ouvrage, et qui est quand même assez intéressant parce que justement, ça lie la notion d'oralité et de sociabilité. Et puis surtout les deux textes donc les deux tomes pardon de la mise en scène de la vie quotidienne avec les relations publiques et la présentation de soi. Donc ce sont ces quatre livres là avec les rythmes d'interaction que j'ai pas empruntés mais parce que je les lu assez régulièrement que je vais vous présenter. D'abord donc la notion de région. La notion de région, c'est un lieu borné par des obstacles à la perception, ceux-ci pouvant être de différentes natures, visuelles, matérielles, et qui vont, disons, borner l'espace.
Dans cette région, donc je répète, qui est un lieu borné par des obstacles à la perception, donc ça peut être par exemple une pièce. Là actuellement je suis dans mon salon, donc l'espace borné par ma perception, c'est ma région, c'est donc le salon. Dans la région, il y a la scène, c'est-à-dire là où se produit l'interaction, et puis il y a aussi la coulisse, c'est-à-dire là où l'individu va se retirer, peut-être pour gérer l'interaction qui va arriver, peut-être aussi pour se préparer donc à l'interaction, ou au contraire, pour venir contredire, atténuer ou se retirer à la suite de l'interaction. Donc la scène et la coulisse. Et un des exemples qui va me suivre hein, comme le fil rouge de mon contenu et de mon propos, ça sera certainement donc l'exemple de l'école. Ici, par exemple, la scène, là où se produit l'interaction, c'est la salle de classe. L'espace de transition entre cet espace, donc qui est la scène, et la coulisse, ça sera le couloir. Et la coulisse des professeurs, c'est évidemment la salle des profs. C'est là où le professeur va se retirer, peut contredire l'interaction qu'il a eue auparavant, peut la préparer, peut sortir aussi de la représentation officielle du professeur, de l'autorité, du savoir et voilà, j'allais dire de l'autorité culturelle qui est la sienne, et où il peut relâcher un petit peu la pression, mais pas tellement. Et c'est là que Goffman apporte quelque chose d'assez intéressant, c'est que ces espaces, ils sont gérés, ils sont une construction, ils n'existent pas en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont des constructions qui sont nées de l'interaction. Par exemple, un salon peut être parfois une coulisse ou bien une scène. Ici, je trouve que mon salon, actuellement, est une scène. Puisque vous voyez, je suis derrière un mur, je suis sur mon fauteuil, il y a ma table basse sur laquelle est posé mon ordinateur, et à ce moment-là, je suis en interaction avec vous, et donc mon salon est une scène. Mais pour autant, parfois, il peut être une coulisse. À partir du moment où, par exemple, je suis chez moi, seul, que j'ai accueilli des amis, disons, sur ma terrasse, et que je me réfugie dans mon salon, parce que, par exemple, voilà, j'ai d'autres choses à faire, je gère peut-être mon chat, par exemple. Là, je suis dans la coulisse, parce qu'ils n'ont pas accès à la scène où il y a l'interaction. Donc, les éléments, les régions, ne sont pas en soi des coulisses, ne sont pas en soi des scènes, mais ce sont bien des constructions nées de l'interaction qui les font devenir soit coulisses, soit scènes. Un autre exemple, on pourrait dire par exemple que une chambre peut être une scène quand par exemple se vit une scène d'amour entre un individu et sa petite amie ou son petit ami. À ce moment-là, on est en représentation, il y a bien une interaction qui peut être charnelle ou pas, hein, ça nous regarde pas. Mais bien sûr, elle peut être, oui, cette chambre, une coulisse, c'est-à-dire un moment où bah, on va se retrouver en pyjama, on va passer l'après-midi à regarder Netflix, à être tranquille comme on le souhaite, habillé comme on veut, n'importe comment, se lever tard ou pas. Donc c'est une coulisse. Il y a aussi un point important qui pourrait être intéressant pour vous dans vos recherches, c'est aussi la manière dont on va rentrer et faire exister cette coulisse et faire exister cette scène. Comme je vous ai dit, ce sont des constructions sociales nées de l'interaction. Et parfois, qu'on appelle un seuil entre les deux. Exactement comme on a ici une sorte de fermeture avec la porte, qui est en fait une sorte de transition entre la coulisse et la scène. La porte peut être parfois fermée, parfois ouverte, et l'exemple qu'on donne, c'est que effectivement, cette coulisse, elle peut être accessible ou non. Et c'est le cas notamment en salle des profs. On voit bien que la coulisse, elle est accessible uniquement à certains types de personnes, notamment les professeurs uniquement. Et donc, on va retrouver cette appréhension chez Woolf, par exemple, dans Anthropologie de l'éducation, où lui va nous montrer aussi que la coulisse de la salle des professeurs, ou même Jean-Claude Payet, tiens, pour citer que lui, dans Ethnographie de l'éducation, il va nous montrer que la coulisse, la salle des profs est réservée aux professeurs, qu'elle a un entre-soi des professeurs, où ils vont parler des élèves, où ils vont discuter des cours, où ils vont construire les relations dans leur équipe pédagogique, où ils vont aussi parfois refaire le match, refaire le cours, continuer les débats. Comme c'est le cas par exemple pour Jérémy, hein, si tu me regardes, je te salue, je te fais un petit coucou. Par exemple, lors des cafés débats,
Je fais un petit coucou à Jérémy, hein, parce que Jérémy est un élève qui est venu observer les cafés débats de Sainte-Marie, euh, le lieu où je travaille. Donc effectivement, bah, des fois, les professeurs vont continuer ou anticiper les débats du café débat. Et donc, il y a cette gestion parfois exclusive de la coulisse, parfois plus ouverte, parfois plus fermée, et donc la possibilité de voir comment s'observe le passage d'une coulisse à une scène peut être très 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 intéressant dans la relation sociale parce qu'il donne à voir non seulement la région mais aussi la construction sociale de la scène et de la coulisse. Tout cela apparaît très ritualisé. Et justement, Goffman a encore un concept très intéressant, celui du rituel social. Il le définit de la manière suivante, et là c'est une citation, il définit ce rituel social comme un acte formel et conventionnalisé par lequel un individu manifeste son respect et sa considération envers un objet de valeur absolue à cet objet présentant. Donc c'est un acte formel et conventionnalisé par lequel un individu manifeste son respect et sa considération envers un objet de valeur absolue à cet objet ou à son représentant. Et donc ici, on est dans un rituel social qui n'est pas uniquement dans le sens d'un rituel qui serait sacré ou uniquement conventionnalisé. Il y a une forme de formalisme, de convention, disons, mais on n'est pas uniquement sur, par exemple, la minute de silence, où là, on est sur un acte, un rituel social très codifié, très formalisé, qui rentre dans une certaine pratique de l'oralité et de la sociabilité à un certain moment, et elle a des codes, des règles très évidentes. Mais il y a également une notion donc de rituel social qu'il faut prendre et donc dans une perspective presque durkheimienne, montrer que ce rituel social est permanent dans la société et il va codifier nos manières de faire, nos manières de dire bonjour, nos manières de se saluer, nos manières d'éviter un contact avec quelqu'un, par exemple quelqu'un qu'on reconnaîtrait dans la rue mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on va pas forcément le regarder, donc c'est aussi un rituel social que de savoir éviter les regards. Il parle d'ailleurs des rites d'évitement, je n'y reviendrai pas énormément, mais parce que c'est pas vraiment une sociabilité très concrète, mais c'en est une pour autant. Les rites d'évitement, ce sont des outils, des rituels que nous utilisons, des techniques pour justement éviter l'interaction. Donc ces rites d'évitement, ils font partie d'une habitude, d'une convention. On va essayer de regarder ailleurs, on va faire comme si on n'avait pas vu la personne, et donc on va jouer un rôle. Et ça va participer à la construction du social et à la participation d'un rituel, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous construisons ce rituel social. Nous le faisons advenir. Ainsi, le rituel est vu ici comme un instrument de la société qui permet à ces individus de s'auto-contrôler, d'auto-contrôler leurs relations, dans le but de maintenir et faire perdurer la société. C'est-à-dire qu'on va toujours utiliser ces rituels, non seulement pour rentrer en relation, parce que l'être humain, il a aussi besoin d'habitude et de routine pour savoir comment réagir, et en même temps, il fait perdurer la société parce que la société aime, j'allais dire, l'ordre, la routine, les choses que l'on peut prévoir. Et donc, ces rituels viennent codifier nos manières de rentrer en contact avec l'autre, nos jours. Tout ça fait partie du rituel social. Et donc, le rituel est permanent. Et on peut très bien analyser le rituel le social sous l'angle du rituel, voir à quel point ces manières de faire se répètent. Et c'est ça qui est très intéressant chez Goffman par rapport aux autres auteurs de l'interactionnisme symbolique, comme Bloomer et Mead, par exemple. Eh bien, lui, il va avoir cette vision où il va se concentrer sur l'interaction, mais plus encore que les autres, il va non seulement se concentrer sur l'interaction, mais il va voir ce qu'il y a de, j'allais dire, de conventionnel dans l'interaction. En d'autres termes, il va essayer d'étudier les manières dont l'interaction se répète. Il va pas voir l'interaction pour elle-même, mais il va voir les interactions, pardon, de manière à comment le dire plus facilement. Il va voir les interactions qui se répètent. Et il va voir comment finalement elles régissent presque une habitude, une habitude, une dimension presque routinière à laquelle on est acculturé dès le plus jeune âge pour rentrer dans cette forme de rituel que l'on doit respecter. Et à ce moment-là, le rituel est presque sacré en lui-même
par le biais de l'individu. C'est-à-dire que l'individu, à ce moment-là, est sacré exactement comme il y a une part de sacré dans le rituel. Si vous étudiez par exemple Durkheim et que vous étudiez sa vision du rituel, il va vous montrer qu'il y a une part de sacré dans le rituel et que cette dimension sacrée, c'est celle qui va conduire au respect du rituel. Et bien c'est pareil chez Goffman, sauf qu'il montre que l'individu est sacré et que c'est euh, cette dimension sacrée de l'individu qui fait qu'on va respecter les codes. Donc, on va respecter les codes, donc le rituel, donc la relation sociale va être gérée par le biais de ce rituel. Ainsi, pour reprendre un peu mon propos, je dirais que le rituel social est un ensemble d'actes qui vont être formels, conventionnels, et qui vont être répétés, ancrés dans l'individu, mais aussi dans l'interaction, et qui permettent à l'individu d'agir en conformité avec ce que la société et l'interaction, mais aussi les autres individus attendent de lui. Et donc ce rituel a un aspect profondément, j'allais dire, moral au sens d'éthique, parce qu'il demande une gestion de la part de l'individu, comprendre les codes qui sont attendus dans ce rituel, comprendre la gestion de l'espace, comprendre la gestion de la présentation de soi, pour faire écho au premier livre d'Erving Goffman, donc la présentation de soi, la manière dont on va se présenter à l'autre. Et puis, ces rituels vont aussi conduire la manière dont on va se conduire dans les lieux publics. Évidemment, quand on se conduit dans les lieux publics, on se conduit aussi par rapport à autrui. Et donc, cette conscience morale presque de l'individu doit pouvoir s'exercer à plein pour faire fonctionner l'interaction et le rituel. Et c'est donc cette expression morale, éthique, qui va permettre au rituel d'avoir lieu. Des rituels scolaires, il y en a plein. Ça peut être par exemple l'entrée en classe. Les élèves s'installent en classe, le professeur se tient debout, fait l'appel. C'est un rituel. De la même manière que les élèves, en sortant leurs crayons, leurs cahiers, leurs trousses, c'est un rituel. De la même manière également que quand on fait noter aux élèves, les petits notamment, hein, quand on leur fait noter la date, quand on leur fait prendre des crayons de couleur au début pour essayer de surligner en rouge, en bleu, c'est une forme de rituel qui les éduque notamment aussi au respect, ou quand par exemple un des rituels aussi que l'on fait notamment dans certaines écoles privées, je ne sais pas si ça se fait vraiment dans les écoles publiques, mais dans les écoles privées, les élèves se tiennent à côté de leur chaise ou derrière et se lèvent. Et ben ça c'est une forme de rituel qui est ancrée corporellement, socialement, dans l'interaction. On va créer ce rituel pour incarner le respect, l'éthique, et évidemment il se place dans une interaction particulière. Ce rituel scolaire, il est étudié notamment par deux auteurs, Hatchwell, donc H-A-T-C-H-U-E-L, dans Rituel d'enseignement et d'apprentissage. Hatchwell, dans Rituel d'enseignement et d'apprentissage. Et puis Woolf, dans Jeu, Rituel, Geste, les fondements mimétiques de l'action sociale. Donc Woolf, W-U-L-F, Jeu, Rituel et Geste, les fondements mimétiques de l'action sociale. On se rend compte ici que cette notion de rituel, elle est fondamentale parce qu'elle est au fondement de ce que je vous avais appelé la dernière fois, si vous vous rappelez de mon deuxième cours, si ma mémoire est bonne, de la mimésis, c'est-à-dire la capacité mimétique de l'individu de reproduire les comportements qu'il a déjà vus. Je vous avais fait un cours aussi sur les neurones miroirs, c'est à travers notamment les neurosciences, où je vous ai montré que l'individu était capable de reproduire et même de ressentir ce que l'autre faisait par le biais de ses neurones miroirs. Et donc on se rend compte à quel point ces rituels sont importants, fondamentaux pour les interactants et pour l'interaction elle-même, pour que l'interaction existe, pour que l'individu sache comment se comporter dans ces interactions-là, pour qu'on ait nous-mêmes une forme d'habitude, si bien qu'on ne réfléchit pas exactement à la manière dont on va se comporter. Et c'est aussi pourquoi on ressent toujours un stress avant de faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. Et je prends l'exemple de la prise de parole en public, parce que peut-être qu'il y a quelques-uns de mes élèves de lycée qui regardent ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Eh bien, dans la prise de parole en public, si on n'a pas une routine, si on n'a pas une habitude, si on n'a pas déjà conscience de ce qu'est une scène, de ce qu'est son corps en représentation, de ce que c'est de parler devant une foule, eh bien, on n'a pas les codes, on n'a pas
on ne sait pas comment on fait pour monter sur la scène. On ne sait pas comment se tenir devant les autres. Et donc, c'est ce rituel social-là qui n'est pas incorporé. Et donc, vous voyez bien à quel point ici, ce rituel va concerner le corps, l'espace, le temps, l'organisation sociale, l'interaction, les émotions, et puis ce qu'on appelle aussi la présentation de soi dans tout son domaine, dans tous ces domaines, c'est-à-dire l'ensemble de ce que je viens de citer. Si vous vous êtes intéressé par le phénomène rituel, vous pouvez aller voir Turner, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage éponyme, Le phénomène rituel. Mais vous pouvez aussi aller voir du côté de Jean Maisonneuve, qui est plus un philosophe, et qui a écrit Les rituels. Voilà, je crois que c'est aux éditions PUF, donc c'est des petits ouvrages assez courts. Il a dû écrire ça dans les années 80. Donc allez voir, je m'en suis assez bien servi dans mon mémoire, puisque mon mémoire portait sur la disputation comme un phénomène rituel pour l'éducation des enfants, la prise de parole en public. Donc tout ce que je vous dis là est assez documenté. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Comme je vous l'ai dit par rapport à ce rituel social, il faut pouvoir considérer autrui et il faut pouvoir considérer l'interaction. J'ai parlé de la dimension éthique dans ce rituel et justement cette dimension éthique, elle est au fondement de la pensée de Goffman parce que tout ce qui va régir l'interaction consiste à respecter la face d'autrui. Et voilà le troisième concept, ce qui est le respect, la préservation de la face. Qu'est-ce que la face pour Goffman? Alors là encore une fois, je donne une définition et je cite, la face est une valeur sociale positive, donc une valeur sociale positive, qu'une personne revendique effectivement, à travers la ligne d'action et que les autres supposent qu'elle a adopté au cours d'un contact particulier. Donc c'est la valeur sociale positive qu'une personne revendique effectivement à travers la ligne d'action et que les autres supposent qu'elle a adopté au cours d'un contact particulier. Cela signifie quoi? Cela signifie que, en situation de coprésence, l'individu, l'autre, peut avoir un pouvoir sur moi et je peux avoir un pouvoir sur autrui. Il y a donc un risque, une vulnérabilité. Et il y a une nécessité de gérer ce risque. C'est pour ça que nous allons essayer de mettre en place des techniques de gestion sociale. Je vous avais déjà parlé des contacts mixtes pour vous parler de la relation entre les individus stigmatisés et les individus non stigmatisés. Et c'est ce que Goffman va étudier dans Stigmate, voir comment les individus vont interacter alors que certains sont vus comme étant stigmatisés et d'autres ne l'étant pas. Il va voir que les gens vont essayer de mettre en place ce qu'il appelle des rituels d'évitement pour essayer de mettre à distance ces contacts mixtes et les éviter le plus possible parce qu'ils sont difficiles. Eh bien, on va essayer à travers ces techniques de gestion sociale, là aussi c'est un concept, donc à travers ces techniques de gestion sociale, on va essayer de gérer la face de l'autre. Donc à la fois ménager sa propre face, donc il utilise je crois l'expression ménager sa face, ou conserver, maintenir aussi, conserver, maintenir, ménager, et en même temps préserver la face de l'autre. C'est les deux. Donc on ne va pas à la fois se mettre en danger dans une situation où on pourrait faire ce qu'il appelle une fausse note, mais on va essayer de conserver sa face, de la maintenir, c'est-à-dire d'apparaître toujours comme étant une personne qui est en train de suivre l'interaction, comme une personne qui ne va pas non plus menacer la face des autres. Et donc, on va utiliser des techniques de gestion sociale pour faire en sorte que ces faces-là soient respectées de manière éthique. On va respecter la personne qui est en face de nous et on va essayer de faire en sorte que notre personne soit aussi respectée. Et donc, l'individu va devoir faire preuve à la fois d'amour-propre et de considération. Là aussi, deux notions de Goffman. L'amour-propre, c'est la considération, le maintien et la préservation de sa propre face. Et la considération, c'est le respect de la face d'autrui, en même temps que la préservation de celle-ci. Donc l'amour-propre et la considération.
Un exemple, par exemple, hein, voilà, je pourrais citer un exemple de considération. On ne va jamais dire ton bébé est moche. Voilà, ça on dit pas ton bébé est moche, c'est pas possible. On va dire qu'est-ce qu'il est mignon ce bébé, voilà, ça a l'air d'être une tête d'ange, qu'est-ce qu'il est beau, oh là là, puis qu'est-ce qui ressemble à son papa, qu'est-ce qui ressemble à sa maman, etc., etc. Donc, on voit bien que on va essayer de considérer la face de l'autre et qu'on va la ménager. Mais en même temps, pour qu'il y ait une définition, je dirais, assez concrète de ce qu'on attend de la situation, il faut qu'il y ait un accord sur cette situation. Si bien que l'individu, les individus qui sont en interaction, devront se mettre d'accord sur ce que la situation définit. Donc, je reprends mon propos, ça veut dire que quand on est dans une interaction sociale, on essaie de se mettre d'accord sur ce que nous sommes en train de faire. Là, par exemple, au tout début de mon cours, j'ai dit, nous sommes en ligne, je ne vous vois pas, donc c'est difficile pour moi, c'est une première. Donc il y a mes élèves de licence de sociologie, il y a peut-être mes élèves de lycée qui sont un petit peu curieux et qui sont venus passer une petite tête pour voir un petit peu comment je me débrouillais et qui sont peut-être venus rire un petit peu de moi aussi, de manière bienveillante, hein, je l'entends. Et en même temps, il y a peut-être aussi des gens donc du groupe de sociologie qui sont venus observer un petit peu ce qu'étaient les concepts de Goffman. Donc j'ai défini ce qu'était ce que nous vivions actuellement et que Goffman appelle la situation. Donc j'ai posé les bases de l'interaction. C'est une première pour moi, donc ça veut dire que j'ai le droit à l'erreur. Peut-être que je fais mal, là ça se trouve, je sais même pas si je suis encore en ligne, je sais même pas si vous m'entendez bien. Donc ça se trouve, je parle dans le vide depuis une demi-heure. Donc j'ai quand même défini la situation, donc j'ai le droit à l'erreur, je suis en présence, je dis avec qui j'étais en présence, et j'ai dit quel était le but. Voilà. Donc à la fois donner des notions, à la fois partir sur les concepts, et puis dire que je commençais un petit peu à la suite de mon cours, et donc peut-être qu'il n'y aurait pas vraiment d'introduction à mon cours, mais que voilà, je reprenais là où je m'en étais arrêté la dernière fois, et que certains n'avaient pas forcément pu avoir ce cours. Donc j'ai défini ce qu'est pour Goffman la situation, on va dire que c'est une forme de synonyme d'interaction. Et je vous donne un exemple pourquoi c'est très important pour Goffman de définir l'interaction, parce que justement c'est de définir la situation, parce que c'est par la définition de cette situation que l'on va se mettre d'accord sur la manière dont on va pouvoir préserver la face de l'autre et sur la manière dont on va aussi pouvoir ménager sa propre face. Vous voyez qu'ici, en me disant que j'ai un droit à l'erreur, je m'autorise d'une certaine manière à préserver ma face en me disant, si cette visioconférence se passe mal, j'ai quand même ma face préservée parce que j'ai dit que c'était une première et je ne parais pas complètement ridicule. De la même manière, si ce que je dis est n'importe quoi, j'ai l'excuse entre guillemets de la première fois. Donc, je ménage ma propre face. Et je vous donne un exemple très concret que vous allez tout de suite comprendre pourquoi définir la situation, définir l'interaction est importante. Imaginez que vous allez boire un verre avec une personne du sexe opposé, tiens, par exemple. Alors, bon, sans faire, évidemment, on va dire une personne qui pourrait éprouver votre attirance. Comme ça n'exclut pas les homosexuels, bisexuels, pansexuels. Mais, et les autres sigles. Donc, imaginons que vous allez boire un verre avec quelqu'un que vous trouvez attirant et que quelqu'un dit, on est bien d'accord, hein, c'est pas un date, puisqu'on dit ça maintenant, c'est pas un date. Alors, on va dire, c'est pas une rencontre, c'est pas pour aller plus loin, hein. On est bien d'accord que c'est bien un verre entre amis, on est d'accord. Donc, on va définir le cadre de la situation. On va se mettre d'accord sur l'interaction. Et on est d'accord que le fait de se mettre d'accord sur l'interaction permet peut-être d'éviter certains comportements qui seraient différents si cette situation-là n'avait pas été cadrée. Peut-être que certains auraient voulu draguer, d'autres auraient trouvé ça complètement étrange sur l'instant et dire pourquoi il se comporte comme ça, d'habitude il est pas comme ça, je pensais que c'était juste un verre entre amis, pourquoi il me déclare sa flamme. Bon, là c'est une vraie question et c'est un gros problème de face qui du coup n'est pas du tout respecté parce que ça peut avoir une forme de vraiment une grande violence symbolique si justement on n'est pas d'accord sur l'interaction. Donc préserver la face, c'est gérer l'interaction. Et donc vous en tant que sociologue, en tant qu'apprenti sociologue, cette gestion de la situation est importante parce que vous n'avez peut-être pas les codes de la situation, mais vous devez essayer de comprendre ce qui va se jouer devant vous.
Et donc, vous devez peut-être anticiper ou avoir un accord sur l'interaction. Voilà un bel exemple de ce qu'est déjà une forme de préservation de la face et en même temps une technique du sociologue pour arriver à ses fins, c'est-à-dire comprendre le social tel qu'il se joue. En même temps, si vous n'aviez pas compris ce qui se passe, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas l'interpréter. Bien au contraire, ça révèle l'écart entre ce que Goffman appelle le cadre, le premier cadre. Alors je sais plus la notion hein, exactement, c'est sur la notion de cadre. Il me semble qu'il appelle ça le cadre primaire et le cadre transformé. Voilà. Donc, ça serait la différence entre le cadre primaire et le cadre transformé, mais j'y reviendrai ensuite. Donc là, ça voudrait dire que vous n'avez pas suffisamment cadré la situation, vous n'avez pas suffisamment anticipé. Peut-être que vous n'avez pas ménagé votre face ni celle d'autrui, mais cela révèle quand même quelque chose dans l'interaction, puisque ça révèle la situation. Ça révèle que les acteurs donnent la définition à la situation en même temps que la situation se donne elle-même une définition à travers les rituels sociaux. On ne se comporte pas de la même manière en fonction de la situation, si c'est un date ou une rencontre entre bons amis. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois des attendus presque en soi, en eux-mêmes, et en même temps, c'est nous qui donnons le cadrage de la définition de l'interaction. Si la face n'est pas respectée, il va y avoir une mise en danger donc de soi et une mise en danger d'autrui. Et cela a des effets sur l'interaction. C'est par exemple une personne qui va rougir, une personne qui va s'auto-censurer, se sentir exclue, qui va être mise à l'écart, qui va peut-être aussi, à l'inverse, exprimer, si la face est respectée, de la sérénité, elle se sent à l'aise dans l'interaction, de la joie. Ça peut être aussi une sensation de consentement. On sent qu'on est tous les deux dans cette phase de consentement, qu'on est d'accord pour continuer cette interaction. Et puis, ça peut aller jusqu'à la confiance, voire la confidence. En même temps, pour sauvegarder cette face, on va faire ce que Goffman appelle un travail de figuration pour sauver la face de l'autre. Et je vous donne un exemple de figuration très concrète. Ça serait par exemple de ne pas entendre une mauvaise vanne. Il y a quelqu'un qui a fait une blague, personne rigole, on fait vraiment comme si on n'a pas entendu. Ça, on fait une figuration. De la même manière, un estomac qui gargouille, bon bah on va faire comme si on n'a pas entendu. Si vous faites remarquer à quelqu'un, ah tiens t'as l'estomac qui gargouille, bah dis donc t'as la honte. Oh. Bon bah là vous n'êtes pas du tout en train de ménager sa face. Vous êtes en train de l'exposer au fait qu'il sur l'instant respecte pas les codes entre guillemets attendus de l'interaction. Donc vous venez souligner et donc mettre en danger possiblement sa face parce que ça peut complètement le gêner. Alors il peut prendre ça avec autodérision et donc utiliser une stratégie pour justement lui aussi conserver la face en disant oh bah ouais j'ai grave la dalle et prendre ça à la légère. Mais imaginons que ça soit votre patron, vous n'allez pas trop lui dire tiens ton estomac qui gargouille tu dois avoir la dalle. Donc on va quand même essayer de ménager sa face au maximum. Si vous n'arrivez pas à ménager cette face-là et qu'il y a ce qu'on appelle une fausse note, je redéfinis pas ce que j'ai dit au précédent cours, mais ce qu'on appelle une fausse note, donc cette, j'allais dire ce trouble dans l'interaction, il y a ce que Goffman appelle l'embarras. Et l'embarras, c'est quoi? Il le dit, là je cite encore, c'est à chaque fois que le moi qu'il projette est mis en danger au cours d'une interaction, l'individu ressent de l'embarras. Donc chaque fois que le moi qu'il projette est mis en danger au cours d'une interaction, l'individu ressent de l'embarras. Ça veut dire que cette émotion est la conséquence de la fausse note. Et donc si vous voyez dans une interaction sociale une forme d'embarras, de mal-être de l'individu, c'est qu'il y a une fausse note. Donc ça révèle le cadre de l'interaction. Donc ça révèle peut-être le rituel social ou la distance vis-à-vis de ce rituel social. Ça révèle aussi la phase de l'individu et la manière dont l'autre l'a ménagé. Et donc ça révèle l'interaction et la sociabilité de l'individu. Ça va mettre en valeur la manière dont se met en place l'interaction. Justement, comme je l'ai dit, j'en arrive à la notion de rite d'évitement, on va un peu plus vite, en disant que l'individu va pouvoir utiliser des rituels pour pouvoir éviter l'embarras, éviter peut-être aussi parfois même l'interaction. Et donc, il va utiliser lui aussi des rituels codifiés
pour à la fois éviter de perdre la face, parfois de rompre avec l'interaction, ou parfois de maintenir l'interaction. Ces rituels d'évitement peuvent être par exemple l'autocensure, la parole qui va être retenue ou le silence. Ça peut être aussi la déférence ou la marque de respect, la considération que l'on porte à autrui. Dans tous les cas, vous remarquez à quel point il est fondamental pour l'individu, dans ses relations sociales, de maintenir une certaine attention. Imaginez que vous êtes en interaction avec un individu et que quelqu'un ne vous regarde pas du tout, ne vous écoute pas du tout, et que vous continuez à parler. Il y a fort à parier que, au bout d'un moment, vous allez ressentir de l'embarras, puisque vous allez voir à quel point l'individu qui est face à vous ne vous écoute pas. Il ne préserve pas votre face. Au contraire, à ce moment-là, il s'en moque. Et il fait fi des rituels d'évitement ou des échanges réparateurs, autre concept que j'ai, me semble-t-il, mentionné, qui pourraient vous permettre au moins de préserver votre face. En vérité, l'individu ne manifeste pas suffisamment ce que Goffman appelle de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait, là encore, c'est une citation de Goffman, c'est le fait de maintenir une certaine attention intellectuelle et affective. Donc, le fait de maintenir une certaine attention intellectuelle et affective, une certaine mobilisation de ses ressources psychologiques pour maintenir l'interaction. Donc, c'est le fait de maintenir une certaine attention intellectuelle et affective, une certaine mobilisation de ses ressources psychologiques pour maintenir l'interaction. Donc, cela signifie que l'individu a besoin d'engagement pour pouvoir être dans l'interaction, et en même temps que l'interaction et autrui a besoin de l'engagement de l'autre pour que l'interaction ait lieu. Si un individu manifeste un total désintérêt, qu'il n'écoute pas, qu'il n'est vraiment pas corporellement, psychologiquement, émotionnellement, intellectuellement engagé dans l'interaction risque de ne pas se maintenir. Et tout l'enjeu est de maintenir cette interaction, de respecter la face de l'autre. Et donc, pour sauver, entre guillemets, cette situation sociale, pour la donner à voir, pour lui donner une matérialité, une existence, eh bien, c'est l'engagement de tous les individus qui doit être manifeste. Et donc, cette notion d'engagement, elle passe par le corps, la voix, le comportement, de ce qu'on appelle la communication non verbale, la manière d'hocher la tête, de dire par exemple, ou oui, quand on entend quelque chose. C'est aussi la manière dont les élèves, parfois en classe, ne vont pas s'endormir face aux paroles du prof. Ils vont écouter, ils vont le regarder, ils vont lui manifester une certaine attention. Que deviendrait le cours d'un prof s'il n'y a personne pour l'écouter? Ça devient du vent, une parole à des murs. Et donc l'interaction, il n'y en a pas. Donc, quand on dit ouais, mais dans ce cours, il n'y a pas assez d'interaction, etc. C'est aussi l'engagement des élèves qui fait l'interaction. Le prof peut bien vouloir essayer de communiquer, s'il n'y a pas l'engagement des élèves en retour, il n'y a pas d'interaction. Et c'est ce que je vous ai dit quand j'ai parlé de Bakhtin et de l'esthétique de la création verbale, écrit en 1980, dans les années 80, il me semble que c'est 82, quand il dit, par exemple, on est dans une démarche de compréhension responsive active, il y a cette nécessaire action de la part du sujet qui doit manifester un certain engagement pour faire en sorte que l'interaction ait lieu. Et là, on voit à quel point la dimension vocale, la dimension corporelle, la dimension émotionnelle est importante dans la sociabilité et dans l'interaction. Un exemple en lien avec l'oralité, c'est celui de Pernoud, donc P-E-2-R-E-N-O-U-D, Pernoud, qui dit dans Paroles étouffées, paroles libérées, donc c'est le titre de son livre, Paroles étouffées et paroles libérées, il dit « Il ne s'agit pas seulement de parler, mais bien d'impliquer tout son être, la pensée, le sentiment, la voix et le corps. » Et là, on comprend ici à quel point l'orateur qui parle est dans une forme d'engagement très important de tout son corps qui lui demande une très grande énergie. Parce qu'il va devoir conquérir autrui et en même temps, autrui doit manifester aussi cette démarche
d'engagement pour qu'il puisse y avoir une interaction. Mais celui qui parle est vraiment dans l'engagement de tout son être. Et il y a tout qui se joue en même temps, le corps, les émotions, la voix, la posture, le regard, la manière de dire les choses, l'intonation, le débit, le rythme. Et je pourrais vous en citer des tonnes de variables qui font l'interaction. Et l'orateur doit être celui qui manifeste cet engagement. Et donc, quand je dis aux élèves, par exemple, vous n'êtes pas assez, vous montrez pas assez de conviction, vous montrez pas assez d'engagement, c'est justement toutes ces variables qui font que le corps, la voix, les émotions peuvent être mises en valeur pour que l'interaction sociale ait lieu. Et c'est ainsi que, par exemple, Goffman donne la définition de ce qu'est la conférence. Donc là encore, c'est un thème de Goffman, la conférence. Il nous dit que, je cite, mais celle-là, vous n'êtes pas obligé de la noter, ce que le conférencier apporte en plus de tout cela, et quand il entend tout cela, c'est son texte, sa pensée et sa théorie, c'est un surcroît d'accès à sa personne et son dévouement à l'événement présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne qui est un conférencier et qui est en train de livrer un avis personnel, son texte, etc., sa pensée, ce qui compte, c'est pas vraiment ce qu'il est en train de dire, c'est le fait qu'il soit en train de le dire et qu'il manifeste aux autres, par sa présence, son dévouement à l'instant. Donc déjà, par la conférence, il dit aux autres que son jeu est à destinée des autres. Donc il se met à disposition des autres. Il permet aussi aux autres d'accéder à son jeu. Il fait aussi exister l'événement et lui donne une importance. Et en même temps, l'événement l'auto-construit, c'est-à-dire qu'il arrive à se définir et à définir la relation avec les autres par le biais de cette conférence. Et donc il se construit, il se légitime, il se donne des qualités en rapport à la présentation de soi qui vont composer sa façade et qui peuvent être par exemple son éloquence, son lien avec son public, etc. Et donc on voit bien à quel point ici cet engagement fait exister bien plus que le texte qu'il livre. Un accès à lui, à son jeu, un lien avec l'autre, l'existence et la croyance dans le fait que cette conférence a une utilité. En vérité, pour Goffman, le texte de la conférence est quasiment un prétexte, et non pas un texte, mais une sorte de prétexte qui servirait simplement à ce que l'interaction permette au jeu de se définir, de s'auto-construire, de se mettre en lien avec les autres, de se rendre accessible à sa propre éminence et de faire valoir ce que je suis. Et il dit, là encore c'est une citation, c'est pour émailler un petit peu mon propos, conférenciers et auditoires s'unissent pour affirmer une unique proposition. Ils s'unissent pour affirmer que la conférence peut refléter, sinon affronter le monde réel, et qu'au fond des choses, il existe quelque part un monde réel, structuré, plus ou moins unitaire, qu'il est possible de comprendre. C'est en ce sens que tout conférencier est un fonctionnaire du pouvoir cognitif. Ça veut dire que les conférences nous permettent de dire que ce qui est dit sur la conférence existe. Et que ce monde-là est en train d'exister parce qu'on le donne à voir. Et qu'on s'unit tous ensemble pour le faire exister. Donc par exemple, si je fais une conférence pour l'oralité, la seule utilité de cette conférence, c'est que l'oralité existe. Voilà un petit peu ce que nous dit Goffman. Et donc la conférence est un moyen de faire exister le sujet qu'elle prétend représenter. C'est-à-dire que le conférencier va avoir une existence pour lui-même, son texte va avoir une importance, mais au fond, le fait de faire la conférence va avoir pour utilité le simple fait qu'elle fait exister la chose pour laquelle elle est utilisée. Exactement comme le café débat est une sorte d'ensemble vide qui fait exister la chose qui lui donne matérialité. La conférence fait exister le thème de la conférence. En gros, c'est ça. Donc ça vous montre aussi à quel point l'interaction est une construction et à quel point, ce qu'on parlait notamment quand on a fait l'étude du sujet 1 sur le texte de Françoise Vaquet sur les colloques, on voit à quel point le colloque, voilà, c'est la même chose. À quel point il n'est pas utile que pour ce qu'il dit. Il est utile pour la sociabilité des chercheurs,
pour faire exister un phénomène, pour donner à voir la relation entre les chercheurs, pour donner à voir la construction de la science, pour donner à voir la manière dont les individus vont interagir les uns avec les autres, etc., etc. Ça, ce sont des communications qui, pour Goffman, vont être très focalisées. Mais il arrive, il nous le dit, et ça c'est une autre notion, qu'il y ait des interactions en public non focalisées. Les interactions publiques non focalisées. Ces interactions publiques non focalisées, ce sont des interactions qui ne sont pas désirées, qui ne sont pas formalisées non plus dans un espace, et pour lesquelles il n'y a pas véritablement d'objectif officiel. C'est par exemple se croiser dans la rue, attendre dans une gare, etc. Là aussi, vous pouvez, dans vos enquêtes, distinguer donc les interactions publiques focalisées, comme c'est le cas d'une conférence qui va être vraiment normée, avec des codes, un attendu, même il y a une coulisse, une scène, une région, un engagement d'un orateur et un engagement du public qui doit préserver sa face. Vous voyez, j'essaie de relier un peu tous les concepts que j'ai maniés aujourd'hui. Et parfois, il y a des interactions publiques non focalisées, comme par exemple des gens qui vont se croiser avant de rentrer dans cette conférence. Voilà, c'est une interaction non focalisée. On peut en faire aussi des analyses intéressantes puisque ça peut donner à voir la manière dont les gens vont se croiser dans la rue. Ça aussi, c'est une sorte de rituel social. Il y a une manière de se croiser dans la rue. Il y avait un sociologue d'ailleurs qui avait étudié ça, alors je me souviens pas, mais je me souviens pas de son nom, mais il y a un sociologue qui a étudié, il faudrait le retrouver, il y a un sociologue qui a étudié la manière dont les gens vont se croiser dans la rue, et il va montrer aussi que c'est une forme de rituel. Donc, interaction au public focalisée et interaction au public non focalisée. Ceux qui ont des objectifs officiels et ceux qui n'en ont pas. Et en même temps, vous le voyez quand même, que ça soit une interaction officielle très cadrée ou en même temps une interaction en public non focalisée, l'individu qui est engagé dans ses relations sociales, dans ses interactions, dans ses réseaux de sociabilité, doit pouvoir conquérir ce que Goffman appelle la condition de félicité. Condition de félicité. La condition de félicité, c'est quoi? C'est l'obligation de rendre son comportement compréhensible et pertinent compte tenu des événements tels que l'autre va certainement les percevoir. Donc ça, c'est une citation. Donc la condition de félicité, c'est quoi? C'est rendre son comportement compréhensible et pertinent compte tenu des événements tels que l'autre va certainement les percevoir. C'est par exemple manifester aux autres dans le cadre d'interactions en public non focalisées que nous sommes en train d'attendre le bus. Donc il faut que mon comportement soit perçu par les autres comme étant compréhensible et pertinent sur le moment. Donc je suis à un arrêt de bus, je montre aux autres que j'attends le bus. C'est quelque chose qui vous paraît très bête, mais pour autant c'est ce qui va nous permettre de réagir en conséquence et de comprendre l'interaction. Ça nous montre aussi que cette condition de félicité, dont l'objectif est de rendre le comportement compréhensible et pertinent compte tenu des événements tels que l'autre va certainement les percevoir, eh bien, dans cette condition de félicité, on va voir qu'autrui est le destinataire privilégié de cette condition de félicité. Et donc, dans l'interaction, il y a une forme d'intentionnalité, ce qu'on pourrait appeler l'intentionnalité, qui va être fondamentale et qui va être communiquée par la posture, par le geste, par la voix, par les mots, parfois de manière explicite et parfois de manière très implicite. Et donc on voit bien à quel point ces conditions de félicité sont une conquête qui sont nécessaires pour pouvoir donner sens à la situation. On ne comprendrait pas quelqu'un qui ne manifeste pas une attention particulière, un engagement particulier pour obtenir cette condition de félicité dans un espace social particulier. Parfois, on va avoir des situations où dans un espace, la condition de félicité ne peut pas avoir lieu. Et Goffman nous dira que ces conditions de que ces moments hein, où c'est qu'il y a une interaction qui ne peut pas avoir lieu, il nous dit c'est comme des queues qui seraient remuées sans qu'il n'y ait de chien. Ça veut dire que on ne comprendrait pas la situation dans laquelle on est.
Donc cette condition de félicité, elle est essentielle, elle est intentionnalité, elle est nécessaire à l'interaction, et en même temps on communique à l'autre, donc c'est un engagement de l'individu, et en même temps c'est une intentionnalité vers l'autre, c'est-à-dire que c'est un engagement de soi vers l'autre pour lui faire comprendre la situation. Elle se passe pas uniquement dans les échanges verbaux. Pour Goffman, c'est ce qu'il nous dit, hein, il nous dit cette condition de félicité ne s'applique pas uniquement aux échanges verbaux. Et c'est ce qu'il dit notamment chez une sorte de critique de Austin, qui a publié donc Qu'en dire, c'est faire, donc qui est un linguiste, me semble-t-il, qui a écrit un ouvrage très important. Je vous en ai déjà un petit peu parlé puisque je vous ai parlé de la parole performative. Et donc, il critique un peu Austin en disant, il n'y a pas que les échanges verbaux qui comptent. Voilà un petit peu la pensée de Goffman autour de cette condition de félicité. Enfin, il nous reste une dernière notion, qui est la notion de cadre. Alors, la notion de cadre est intéressante, mais elle est un peu plus complexe. La notion de cadre, c'est quoi? C'est une vision partagée qui oriente les perceptions de la situation, ainsi que les comportements qu'elles adoptent par rapport à elle. Donc, le cadre, c'est une vision partagée qui oriente les perceptions de la situation, ainsi que les comportements qu'elles adoptent par rapport à elle. Vision partagée qui oriente les perceptions de la situation, ainsi que les comportements qu'elles adoptent par rapport à elle. En d'autres termes, c'est la manière dont on va percevoir la situation, et c'est cette manière de percevoir la situation qui va faire qu'on va se comporter de telle et telle manière. Par exemple, on a des cadres sociaux, qui donc il fait une différence entre cadre naturel et cadres sociaux, mais j'y reviens pas parce que le cadre naturel c'est le soleil se lève, le soleil se couche, nous sommes sur une terre ronde, bon voilà c'est ce qui fait la biologie, donc j'y reviens pas dessus. Par contre il y a des cadres sociaux qui peuvent être soit des cadres primaires, soit des cadres transformés. Le cadre primaire, c'est un cadre qui prend sens dans ce qu'il montre. Par exemple ici, je suis dans un live YouTube. Mon cadre primaire, c'est ce qui définit, c'est la vision, partagée que nous avons, collective, du fait que je suis bien en train de faire un live YouTube. Le cadre transformé, c'est quand il y a une autre réalité qui se joue et qui n'est pas perceptible au premier abord, qui est du fait qu'on pourrait se tromper sur la situation. On ne comprend pas véritablement ce qui se joue parce que le cadre est transformé. Par exemple, des enfants qui se battent, mais qui sont en vérité en train de jouer. Donc on dirait, tiens, c'est des enfants qui se battent, parce qu'on les voit se donner des coups, et en fait ils sont en train de jouer et ils font semblant de se donner des coups au ralenti, par exemple. On pourrait croire qu'ils sont en train de se battre, non, ils sont en train de jouer. Ou par exemple, il prend aussi un autre exemple, Goffman, il prend l'exemple d'une femme qui va envoyer une lettre à son mari, signée d'un autre nom, donc elle s'appelle Stéphanie, elle va signer Marie, une lettre d'amour, pour voir s'il est vraiment fidèle. Donc là, le mari, elle est dans le cadre primaire, donc elle sait vraiment ce que le cadre montre, et en même temps ce cadre est transformé pour le mari, parce que lui ne se rend pas vraiment compte de ce qui se joue derrière ce cadre. Il pense être face à une déclaration d'amour d'une femme qui s'appelle Marie. En fait, le cadre est transformé, il est face à une autre interaction sociale, qui est en fait sa vraie femme, qui essaie de tester sa fidélité. Certains cadres donc vont être transformés parce qu'ils ne donnent pas véritablement à voir ce qu'ils montrent effectivement, mais on a quand même conscience du fait que ce sont des cadres transformés. Imaginons qu'on voit deux enfants encore une fois se battre, mais en fait ils jouent, on a conscience du fait que par le fait que les points sont pas vraiment forts et qu'ils sont en train de jouer au ralenti, on a conscience du fait que bon, ce cadre transformé est vraiment transformé, on n'est pas dupé, on en a conscience. Certains cadres donc sont transformés et on a conscience de l'opération de ce qu'on appelle la modalisation, c'est-à-dire une transformation du cadre qui ne se cache pas. Donc quand on dit qu'on va modaliser le cadre, ça veut dire qu'on est dans une modalisation du cadre, ça veut dire qu'on étudie un cadre transformé qui se donne à voir comme cadre transformé. En revanche, dans le cadre du deuxième exemple, dans le cadre de la femme qui vient essayer de tester la fidélité de son mari et qui écrit une lettre d'un autre nom, avec donc une lettre d'amour d'un autre nom pour vérifier s'il est vraiment fidèle, là on parlera d'une fabrication du cadre transformé.
On n'est pas du tout dans une modalisation, mais dans une fabrication du cadre transformé. La situation ne se donne pas forcément à voir telle qu'elle est. Voilà. En même temps, donc là c'est la notion, donc ce sont les notions de Goffman autour du cadre. Et enfin, dernière notion, la notion de strate, qui est donc la superposition de plusieurs cadres qui peuvent se combiner. C'est le synonyme de couche. Il y a plusieurs cadres qui peuvent se combiner. Donc j'ai donné les cadres sociaux, les cadres primaires, les cadres transformés, les cadres naturels qui vont pouvoir se superposer les uns aux autres et qui vont nous permettre d'être une clé d'analyse du social et de l'interaction. Voilà donc pour les différentes notions de Goffman. Donc pour faire un petit bilan de tout ce que j'ai dit, je vais simplement reprendre tout ce que j'ai dit en quelques minutes et essayer de le résumer. Donc Goffman est un penseur fondamental pour étudier et comprendre l'interaction. Il a utilisé donc de nombreux concepts, de nombreuses notions qui vont lui permettre d'alimenter sa vision du social et de l'interaction. J'ai donné ces différentes notions. D'abord la région, qui correspond donc au lieu borné qui segmente notre perception, où vont se mettre en place la scène où se joue l'interaction et la coulisse dans laquelle on se retire pour préparer, faire un retour ou gérer l'interaction. Ces interactions, elles vont être gérées plus globalement par les individus par des rituels sociaux qui font de l'individu quelque chose de sacré. Sacré parce que justement, on doit absolument respecter et préserver sa propre face, mais aussi conserver et maintenir la face d'autrui, à travers à la fois l'amour-propre pour conserver et ménager sa face, et en même temps de la considération pour maintenir et préserver la face d'autrui. Si cela n'est pas fait, cela produit une fausse note qui peut conduire à une réaction psychologique qui est de l'embarras, que l'on va pouvoir parfois gérer par des rituels, notamment de présentation, mais surtout d'évitement, et que l'on essaie toujours de préserver, d'anticiper à travers ce qu'on appelle l'engagement, un engagement de toutes les parties de l'interaction, à la fois de l'individu orateur, mais aussi de l'individu auditeur, qui doit manifester par son corps, sa voix, ses émotions, son intellect, j'allais dire, sa participation intellectuelle à l'instant, au maintien de l'interaction. Interaction orale qui, dans le cadre de la conférence ou d'une présentation, fait exister le sujet sur lequel elle porte, et donc qui est donc une fonction cognitive de l'interaction, c'est-à-dire que l'interaction et les interactants pardon, ont la fonction de pouvoir cognitif, c'est-à-dire qu'ils font exister les choses dans lesquelles ils se trouvent. Parfois, ces interactions sont très codifiées, donc à travers des rituels, mais parfois beaucoup moins, comme le cas des interactions en public non focalisées, qui dans tous les cas doivent manifester la condition de félicité qui nous permet de comprendre la manière dont les individus s'instruisent dans ces relations sociales et donc rendre compréhensible leur comportement. Ces comportements peuvent être à la suite analysés dans le cadre de la notion de cadre et donc différents cadres sociaux qui viennent se superposer et donner sens à travers les différentes strates, c'est-à-dire la différente somme de cadres, le social dans lequel ils interagissent. Voilà. Donc j'ai réutilisé toutes les notions de Goffman. Donc vous voyez à quel point ici Goffman, pour faire un petit résumé, est un penseur fondamental de l'interaction. Vous voyez à quel point ces notions sont très riches. Vous voyez à quel point aussi cette métaphore cinématographique que nous avions étudiée lors du premier cours et à quel point cette métaphore théâtrale va féconder l'esprit de Goffman et va lui permettre de tisser une sorte de toile d'araignée conceptuelle autour de différents concepts pour analyser l'interaction. Des concepts que j'aimerais que vous puissiez manier pour comprendre la sociabilité, pour rentrer dans la sociabilité et pour rentrer aussi dans l'oralité. Et peut-être que le pont entre les deux, s'il y en a qu'un, c'est certainement cet entrée par l'interaction. C'est-à-dire que aller voir des interactions permet de faire certainement le lien entre oralité et sociabilité. Voilà.
Si je devais terminer en donnant une vision plus personnelle de la sociologie de Goffman, je dirais qu'il n'est pas si éloigné que ça de la théorie sur Austin dans les actes de langage, notamment autour de son livre Façon de parler. Il a aussi une vision globale qui permet à la fois d'analyser toutes les dimensions de l'interaction, dans les silences, dans la parole, dans la gestualité, et en même temps il lui donne sens. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, par rapport à Bloomer et à Mead notamment, donc les tenants de l'interactionnisme symbolique, il ne va pas uniquement se réduire à analyser uniquement les interactions pour elles-mêmes, il va leur donner un cadre et montrer que ces interactions préexistent aussi à leur représentation. C'est-à-dire que on a déjà une vision de ce que peut être une interaction avant qu'elle ait lieu. Les interactions n'existent pas uniquement pour elles-mêmes, on a déjà une vision de l'interaction avant qu'elle ait lieu. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir anticiper une situation, savoir comment s'y comporter, avoir déjà des codes sociaux qui vont nous permettre de nous aider à maintenir la conversation, à agir dans une situation. Et c'est pourquoi aussi parfois on est en décalage avec certains codes parce qu'on ne connaît pas et parce qu'on va avoir une forme de stress, d'embarras, parce qu'on ne maîtrise pas les codes du moment. Voilà. Imaginez que vous soyez dans un cadre transformé et que vous n'en ayez pas conscience, et donc vous soyez dans une fabrication du cadre. L'exemple par exemple d'une fête, vous arrivez, vous installez, vous êtes avec votre ami, vous installez à une table et vous vous rendez compte que en fait c'est une surprise partie qui a été organisée et là il y a tous vos amis qui débarquent et vous êtes dans un cadre transformé qui a été fabriqué. Il se révèle peut-être que vous allez vous mettre à pleurer ou à rire ou à être complètement gêné, etc. Parce que justement vous étiez inconscient de cette pratique. Et pour autant, on a tout de suite une manie, on a comporté. Donc on voit bien que le cadre va façonner la représentation des acteurs en même temps que ce cadre-là préexiste à la représentation que les acteurs en font. Et ça, c'est une vision très intéressante parce qu'il va un petit peu dépasser, à mon sens, l'interactionnisme symbolique, dans le sens où il ne s'intéresse pas uniquement à l'interaction, vue pour elle-même, et on oublie le cadre. Il va aussi s'intéresser au cadre dans lequel l'interaction prend vie, en même temps que ce cadre-là va faire exister l'interaction. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il a une vision un peu plus holiste, un peu plus générique, je dirais, sur l'interaction. Elle n'est pas vue que pour elle-même. Il va voir toutes les interactions et voir qu'en fait, il y a une sorte de routine, d'habitude, de rituel que l'on va utiliser tout le temps dans l'interaction. Voilà. J'ai beaucoup parlé. J'ai été un petit peu rapide, je le sens. J'ai du mal vraiment à savoir si ce que je dis est très clair. J'ai vraiment un gros problème à ne pas voir vos visages, à ne pas voir vos sourires. Déjà avec les masques, c'est terrible, mais j'ai besoin de l'engagement, voilà, de mes élèves pour voir si je vais trop vite, si je suis pas clair. J'ai besoin aussi de ne pas avoir l'air de parler tout seul, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai actuellement de parler à un ordinateur. C'est vraiment assez frustrant. Donc vous voyez à quel point aussi cette vision de l'oralité n'existe et de la sociabilité n'existe pas sans l'autre, et à quel point peut-être ça peut aussi féconder vos esprits par rapport au sujet des réseaux, de la sociabilité en réseau. Voilà, si c'est ça la sociabilité 2.0, pas sûr de vouloir vivre dans ce monde-là. Voilà. En tout cas, je vais terminer sur une note plus positive. Déjà, vous avez pu suivre ce cours, ce qui est génial. En plus, vous êtes en ma charmante compagnie, ce qui est quand même pas rien, d'être en ma compagnie. Tout le monde rêverait de pouvoir avoir accès à mon salon, qui est normalement ma coulisse et qui aujourd'hui était ma scène. Donc, vous êtes forcément très heureux de tout ça. Et en même temps, je termine. Je suis quand même heureux d'avoir donné ce cours et puis de vous avoir donné quelques notions. Voilà. Et j'espère vraiment vous retrouver, mes chers élèves. J'espère vraiment vous retrouver à la rentrée. Donc soyez sages, soyez respectueux des règles, respectez le couvre-feu, parce que nous sommes en guerre. C'est Macron qui l'a dit, donc respectez le couvre-feu. Et puis portez-vous bien, faites attention à votre santé. J'ai une pensée toute particulière aux élèves qui sont actuellement positifs au Covid-19. Et voilà, donc protégez-vous, protégez votre famille, et puis portez-vous bien, faites attention à votre santé, c'est vraiment le bien le plus précieux. Voilà, je vous fais un petit coucou de loin, et puis j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée avec des vrais cours encore mieux construits